Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, les petites paupiettes d'amour. Bienvenue dans l'émission C'est quoi ton genre? Je rappelle que C'est quoi ton genre? C'est une invitée par semaine, normalement. Bon, je suis pas régulière, j'avoue. Pour une heure de divertissement et de joie et de bonne humeur, je serai accompagnée d'Audrad, qui est ici présent ou présente. En fait, je sais pas comment te genrer. Enfin, de toute façon, Audrad, et tu me reprends à chaque moment, quand tu veux. Problème, de toute façon, c'est aussi compliqué pour les non-binaires que ça peut l'être pour les autres, hein. Tu vois, par exemple, hier, j'ai dit lui et on m'a dit Yel. Et pour moi, lui Mm. n'est pas Yel. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut Mm. qu'on trouve un mot qui remplace lui. Voilà, je le dis, trouver un mot qui remplace lui. Moi, j'aime bien les nouveaux mots. Je trouve que Oui. changer la langue française, c'est très cool, quoi. Vas-y, Et- présente-toi, Audrad. Alors bonjour, je suis Audrad, ce nom va très bien, hein, je peux l'utiliser parfois comme nom d'usage. Je suis étudiante en écologie donc au Canada et aussi d'ailleurs j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont permis de faire l'interview aujourd'hui en me prêtant un ordinateur. Ton ordi est mort. Il y a eu un petit problème de disque dur, il me semble. Bon, il y a eu des problèmes, mais en tout cas, c'est pour dire aussi que même la solidarité entre personnes queer, elle est réelle. Après, est-ce que la solidarité queer est réelle? Je sais que pour mes copines, si elles sont en dehors du circuit, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais après, ça dépend. Et ouais. Moi, Non, mais je comprends, oui, oui. tu penses que c'est plutôt à cause de l'université, de cet endroit-là, où ça favorise les Alors échanges? après, le truc, c'est que plus je vais être précis, plus je risque de me doxer. Je connais des structures et c'est par là que j'ai eu accès à mon ordinateur. On va pas aller en profondeur. Tu as toujours vécu au Canada? Non, pour le coup, bah, je viens de France en fait et je suis venu au Canada pour faire mon doctorat. Donc ça fait combien d'années? 2, 3 ans que tu es là? Ça fait combien d'années que tu es au Canada? Alors maintenant, c'est ma 5e année, ça fait environ 4 ans et demi. Donc ça fait un moment, quoi. Oui, ça fait un moment. Et tu te Après, je verrais trouve, vivre? pour moi, ça pourrait être intéressant. Parmi les trucs qui m'ont marqué à mon arrivée au Canada, c'est de voir des forêts sur des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'est assez beau et c'est assez difficile à voir en France. Je sais pas, Donc, moi je vis dans un endroit où sur des kilomètres et des kilomètres, il y a la forêt. À droite, il y a la forêt, à ouais. gauche, il y a la forêt, en face, il y a la forêt. Il y a la forêt de partout. Et- Mais c'est sûr, au Canada, oui, il y a bien plus d'endroits où il y a plus de forêts. Mais même en Allemagne, il y a plus de grandes forêts oui. qu'en Oui. France. On se rend pas compte. Je pense que, enfin, en France, il y a des endroits, oui, où il va y avoir des grandes forêts, mais pas autant que le Canada ou l'Allemagne. Moi, j'ai trouvé l'Allemagne, c'est assez impressionnant parfois les forêts allemandes. J'ai entendu pas mal parler de fois de la forêt noire, par exemple. Bah ouais, non, c'est beau, hein, c'est très très beau. Non, mais Et- j'avoue, moi, c'est peut-être le truc que je retiens de l'Allemagne. Je pense que c'est la sensibilité de chacun par rapport à un pays. Et l'Allemagne, j'avais oui. pas trop aimé, mais les forêts étaient incroyables. Et donc, le Canada, qu'est-ce qu'il y a de mieux, en fin de compte, qu'en France qui te fait dire ouais, je resterais bien au Canada? Alors, c'est qu'il y a de mieux qu'en France. Déjà, tu trouves du boulot plus facilement. Mhm. Ce serait déjà une raison en soi. Après, je pourrais dire que pour le moment, l'ambiance a l'air plus détendue, même par exemple au Canada qu'il l'est en France. Globalement, on n'a pas forcément les mêmes crises qu'on peut avoir en France, même politiquement. Bon, après, c'est aussi de l'apparence, hein, mais enfin, il y a des problèmes comme dans tous les pays. Après, par exemple, un truc que j'ai vraiment constaté au Canada, c'est que déjà des grèves, il y en a moins, et quand il y a des grèves, en général, elles restent cantonnées à un coin et sont principalement, elles touchent une partie des endroits et même les plus grosses manifestations, par exemple celle que j'avais fait contre la fonderie de Rwanda, ça reste des marches qui sont bien organisées, qui restent très calmes et ça n'a rien à voir avec vraiment les énormes mouvements sociaux qu'on peut connaître en France. J'ai constaté que c'est pas du tout le même rapport à la contestation sociale. Mais une fois qu'on met en compte les autochtones, on voit qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont invisibilisées pour que ça ait l'air plus simple qu'en France, quoi. Mm. De toute façon, les grands mouvements sociaux en France ont aussi fonctionné sur la structuration de ce que l'on pourrait considérer comme des débordements. Sur les usines de Lafarge, il y avait eu vraiment des gens qui ont organisé le sabotage de l'usine en arrivant sur place, en parlant aux employés, en sachant à peu près quoi casser, comment arrêter la production, partir avant que les policiers n'arrivent. Je sais pas, est-ce que les policiers sont moins violents au Québec? Tu vois, c'est peut-être ça en
fait. Ça dépend qui, comment, pourquoi. Je suis pas forcément, enfin, la meilleure personne pour en parler. Oui. Par exemple, en France, n'importe quelle, manif non, non, sauf quand c'est les fachos, c'est vrai, n'importe quelle manif, ça finit en gaz lacrymo, tu vois? Oui. Ou ça commence en gaz lacrymo. Une chose que je peux dire aussi, c'est que pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de sortir dans la rue en ayant l'air trans, en gros. Les moments où j'ai commencé à porter des robes, par exemple, c'était pendant l'hiver. Bon, il -20, -30 degrés dehors. Donc on voit pas. Mais, tu penses que c'est plus queer friendly, le Canada? Disons que c'est plus visiblement queer friendly, je dirais. Il y a vraiment plein d'actes de prévention. Enfin, moi, je sais que je suis arrivé à l'université le premier jour, je voyais plein d'affiches anti-discrimination sur les murs. C'est plus dit. Après, ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients. En fait, exposé au fait que, par exemple, à notre propre transidentité ou même sur la question d'orientation sexuelle. En fait, on va te mettre dans des cases. Alors, on retourne sur les cases. Ouais, j'ai tendance aussi à penser que l'injonction à vouloir éviter les cases peut être aussi problématique que l'injonction à vouloir mettre dans des cases. Mais Je veux pas que ça soit moi qui mette des gens dans les cases. Je veux plus que ça oui. soit eux qui se mettent dans des cases, tu vois? Parce qu'en fait, se mettre dans Mm. des cases, c'est le communautarisme et je suis pas contre ça, parce que c'est Après, alors, important. ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, la transidentité, le fait que l'on s'identifie comme étant d'un genre, même de manière générale, c'est pas un truc qui est évident de tout âge, hein. C'est quelque chose, en fait, disons que c'est aussi très lié à la façon dont on a déjà fait de la science, parce qu'au départ, en fait, une bonne partie de en fait, de toutes les classifications raciales, genrées et des classifications psychiatriques viennent au départ, ben, simplement d'une tendance qui existe depuis quelques siècles, là, vouloir classifier. En fait, c'est assez proche des systèmes de classification naturalistes que l'on a, par exemple, sur les espèces de plantes ou d'animaux. C'est des mécanismes assez similaires qui ont été faits pour aller classer au départ les travestis. Et c'était psychiatrisé. Bah, ils disaient les déviants et il y a encore des gens qui disent déviants. Je crois que c'était Rodi qui m'avait dit ça en mode, si c'est pris en charge en France, la transition, certains trucs, hein, pas tout, c'est parce Oui, que c'est toujours psychiatrisé. C'est oui. terrible, hein, de dire ça, hein, mais d'un autre côté, ça aide des personnes trans à faire leur transition, quoi, quand Oui. elles n'ont pas, les Après, moyens. jusqu'à il y a pas forcément très longtemps, hein, jusqu'à même, je pense, 2 siècles plus tôt, l'homosexualité et le travestissement auraient davantage tendance à être vus comme des pratiques. Aujourd'hui, si on commence à s'identifier comme transgenre ou comme homosexuel, c'est aussi parce que on hérite d'un moment où on a été mis dans des cases et où on se réapproprie les cases parce que bah, aussi une façon d'exercer le pouvoir qui a été fait à notre rencontre et que l'on récupère pour nous-mêmes. Allez, on part sur la première question, c'est quel est ton genre de musique, Audrad? Ouais, pour le coup, parmi mes genres de musique, je peux citer genre, du rock, de l'électro, du post-rock, du post-punk, de l'ambiance. Enfin, il y a des trucs qui sont assez constants dans mon rapport à la musique. C'est en fait le rapport même à l'ambiance elle-même. OK. Est-ce que, la musique, elle te provoque de l'émotion? Ça va m'attacher des émotions, mais dans le sens où en fait, ça va procurer des images, et ces images vont me procurer des émotions. Et ça peut être assez fort, hein. Il y a beaucoup de Et- gens, ça va être par nostalgie, une musique va leur rappeler un souvenir. Parce que, bah, toutes les personnes que j'ai interviewées, c'était vachement rattaché à leurs souvenirs, à une certaine nostalgie. Est-ce que toi, c'est ton cas? J'ai pas l'impression. Après, une bonne partie, par exemple, des musiques que j'ai écoutées, ça me permettait aussi simplement d'avoir une ambiance pour vraiment pouvoir imaginer des trucs qui sont intéressants, et ça me permettait quand même parfois de pouvoir m'évader de situations qui sont difficiles à certains moments. Des fois même juste des moments de joie. Il m'est aussi arrivé parfois de juste le soir quand il n'y a plus personne de mettre de la musique et de danser dessus. Est-ce que tu fais de la musique, Drad? Non, j'ai un tout petit peu fait de guitare, mais j'ai tout oublié. Pourquoi t'as arrêté? Pense qu'à l'époque, c'était parce que bah, ça demandait pas mal d'efforts, qu'il fallait faire ça tous les jours et que j'avais d'autres problèmes aussi en parallèle. C'est difficile, hein, quand même, d'apprendre la musique, hein. Oui, Ça oui. demande Et puis, beaucoup de rigueur, quoi. oui, ça demande un investissement, ça va être du temps. On sait qu'à partir du moment où on part sur de la musique, ça va prendre un temps. Tant qu'on passe à faire de la musique, c'est un temps qu'on passe pas forcément à autre chose aussi. Donc c'est Oui. toujours un choix à faire, et je sais que globalement, j'aime bien, par exemple, essayer, même des fois, je chante des chansons que je crée de toutes pièces quand je fais la cuisine, par exemple, ou quand je suis sous la douche. Mais c'est pour le moment, je crois pas avoir refait d'instrument depuis longtemps. T'as baigné dans quoi, en fin de compte? Est-ce que tes parents ont influencé, ce que t'as écouté au début, quand t'étais plus jeune? Bah oui, pour le coup, une bonne partie du rock que j'ai connu Mmh? au départ, par exemple, c'était des trucs que
j'ai eu de mes parents, hein, Ouais, et le rock, ça a baigné ton enfance, quoi. dans ma famille, il y a eu aussi, mes parents sont nés dans les années 60 et ont grandi dans les années 70, et par conséquent, il y a tout cet héritage vieux rock, d'ailleurs même punk et musique qui sont sortis à ces moments-là. Et après, en fait, tu as évolué. À quel moment tu détaché un peu de ça? Il y a des gens, ils restent tout le temps, ils écoutent tout le temps du rock, puis il y en a, ils se détachent de ça. Je dirais dès l'adolescence déjà, dans la famille, on avait quand même pas mal de musiques différentes, y compris des trucs récents, et j'ai commencé à faire mes goûts, notamment en écoutant des CD. Il y avait des moments où j'écoutais de la musique pendant des heures, hein, que ce soit pendant que je fasse mes devoirs, que ce soit juste dans ma chambre en train de lire. Du coup, j'ai découvert énormément de musique comme ça. L'époque où on se gravait des CD et qu'on se les échangeait au collège. T'as connu ça ou pas? Je ne crois pas, en tout cas, j'ai pas eu énormément d'échanges de CD. Après, le truc aussi, c'est que quand j'étais au collège, je n'avais pas forcément énormément de gens avec qui je traînais. Donc, je me rendais compte aussi, les quelques fois où j'ai échangé sur les goûts musicaux, qu'on n'avait pas du tout les mêmes références. Moi, c'est venu tard, mais à mes 13 ans, donc 2003, Hmm. ouais, là où je me suis fait des amis et on s'échangeait des CD gravés. Et Oui. du Slipknot, du Korn, du Marilyn Manson. Ouais, ouais, Ouais. j'ai du Rammstein. Enfin, je suis la première à cracher sur Rammstein alors que j'en ai écouté quand j'étais jeune, tu vois. Aussi problématique qu'il soit, moi j'ai découvert la musique récemment et je la trouvais bien, hein. J'ai découvert les bails peu après, donc du coup j'ai vite compris. Mais Ouais, 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 bah, après c'est le problème, du métal, j'entendais encore un groupe de métalleux qui en parlaient de ce problème-là, du côté des fachos, du côté misogyne, du côté, enfin de tout ce qui est problématique, dans le métal, et c'est intéressant. Petit à petit, il y a des groupes qui se positionnent là-dessus, et c'est bien mieux, quoi. Après, tu as commencé à écouter de l'électro, parce que tu as dit de l'électro, il me semble, et c'est venu comment? Oui, oui, oui. Après, en fait, une bonne partie des musiques que j'ai découvert ensuite, en fait, l'une des grosses révolutions pour moi, ça a été d'aller sur YouTube. J'ai commencé à fouiller des musiques et écouter des trucs de plus en plus différents. Et là, j'ai commencé, par exemple, à avoir accès à des musiques parfois juste instrumentales, très lentes, des fois même à des bandes son. Il y a des moments, par exemple, une des premières bandes son que j'ai écoutées en boucle, c'est la bande son de la série Utopia. Elle est bien cette série? Franchement, moi, je l'aime beaucoup, hein. C'est assez bien fait. Moi qui suis très sensible à l'ambiance de manière générale dans les productions, là, il y a vraiment un travail qui a été fait dessus, qui a été fait sur les couleurs, qui a été fait même sur les acteurs, sur les intrigues. Ces 5 étrangers sont en possession d'un manuscrit Utopia. Leur vie bascule. Découvrir la deuxième partie jamais publiée. Donc, tu as commencé à écouter de l'électro par YouTube, etc. Bonne Ok. partie. Il y en avait aussi un peu dans ma famille, mais en fait, là où, en fait, le truc, c'est que YouTube, ça m'a permis vraiment d'aller fouiller des musiques que parfois j'avais même pas dans la famille. Mais tu sortais pas, t'allais pas en soirée, t'es déjà allé en boîte, t'as déjà fait des concerts, des choses comme ça. J'ai dû assister peut-être à un concert ou deux, notamment à l'époque de mon adolescence, je sortais quasiment pas. En fait, le truc, c'est que j'étais la personne, la bonne élève autiste qui fait bien son boulot rentrer à la maison, donc je pouvais facilement passer 2, 3, 4 heures de devoirs chaque soir. Mais t'es sorti à un moment donné ou Je pense, alors un peu à partir de mon université, à partir du moment de ma licence et du master, et en fait, surtout depuis le doctorat. Ouais, donc assez tard. Oui, oui, oui. Beaucoup de choses qu'on va dire ici, c'est de l'actualité, hein. Écoute, en fait, il y a pas d'âge pour sortir, enfin moi je le Oui, pense. Moi, j'ai arrêté de sortir en boîte, j'avais 28 ans, donc moi oui, je vais pas juger, je sortais tout le temps, j'aimais beaucoup écouter de la musique, et puis en plus, si t'as pas le côté social, si t'as pas d'amis qui t'emmènent là-dedans, tu sors pas, hein, je pense pas. C'est oui. dur de sortir seul. C'est quoi ta musique préférée? Et je le sais laquelle c'est, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Je pourrais en citer plein des musiques préférées, hein. Mais j'ai choisi celle-là justement parce qu'elle représente bien ce rapport. C'est vraiment une musique qui est très calme, qui est instrumentale et sur laquelle j'ai imaginé pas mal de choses. Parmi les choses, il y a des moments par exemple où je m'imaginais simplement dans une station spatiale au-dessus d'une planète qui ressemble un peu à la Terre. Et tu l'as découvert quand, cette musique? Il y avait une autre musique de l'artiste qui était sur YouTube Donc et il se trouve que cette fois-ci, le YouTuber avait crédité l'artiste, ce qui m'a permis d'aller voir. OK, bon, on va écouter, préparez-vous, let's go.
très jolie en vrai. Après, est-ce qu'elle part la musique ou pas du tout? Pas du tout. Oui, il y a jamais de parole. Elle a été faite en fait au départ et je l'ai su un peu après que j'ai découvert pour un jeu, en gros un jeu de tir en équipe qui s'appelle Neo Tokyo, qui est pas très connu, qui est encore actif aujourd'hui. On peut encore trouver quelques personnes qui jouent. Et si on active une commande dans le chat, on a ces musiques. Alors Ok. il y a un lore derrière, en fait un conflit entre un Japon néo-fasciste qui a énormément changé depuis aujourd'hui, et des groupes très nationalistes qui essayent de renverser le gouvernement. Ok, intéressant, hein. Et ouais, donc oui, donc c'est ta musique préférée que t'as dû écouter sans cesse. Est-ce que t'écoutes sans cesse la Efficace, même ouais. musique? Non, non, non. Alors en fait, le truc c'est que, en fait, là j'ai cité une musique que j'aime bien parce que trouver une musique préférée c'est pas forcément si simple. Hmm, Mais là, par exemple, pendant très longtemps, il y a des moments où quand j'avais envie, bah, je me mettais tout l'album. ok. Et en plus, lui, il a sorti des trucs assez récemment. Du coup, j'ai pu découvrir les albums suivants au fil du temps. Et là encore, c'est de grosses découvertes. Est-ce que des fois tu focuses sur un artiste pendant un certain temps ou pas du tout? Alors ça peut m'arriver aussi, oui. Assez récemment, j'ai fait un peu ça sur l'artiste I Am X. Lui, il est plutôt proche de la trip-hop, pour donner une idée. Puis j'ai aussi, encore plus récemment, j'ai passé du temps à regarder ce qu'avait fait Atari, qui est un groupe Ok. islandais qui parle justement de capitalisme et de fascisme avec une esthétique fasciste. Et qui sont pas des fascistes. Mais tu l'avais pas balancé la dernière fois? Un moment, oui, mais juste le lendemain de la découverte, je l'avais mis Mais oui, je crois que dans... je l'ai vu et que je t'ai dit, mais attends, mais c'est des fachos, je comprends pas, c'est quoi cette esthétique, tout. Ouais, et le truc, c'est à ce moment-là, je pouvais pas trop répondre parce que je venais tout juste de découvrir. Là, j'ai pu voir un peu les paroles, mais j'ai pu voir, hein, j'ai regardé et ainsi de suite. Je me suis renseigné. Ça reste du second degré, peut-être du trop bon second degré, Ah, moi, j'y crains, hein. mais c'est intéressant. Je te le dis, ça, c'est des trucs que je crains un petit peu, tu vois. Ceux qui Mm. ont l'esthétique pour dénoncer en fin de compte, et puis après, t'es là. Ouais, c'est un peu bizarre au bout d'un moment, hein. Faut changer de disque. Non, mais du coup, là, ça permet vraiment d'aborder des questions qui sont assez intéressantes, comme par exemple un truc qui est quand même pas facile à expliquer en musique, tous les liens entre capitalisme et fascisme, et comment en fait une société peut passer de l'une à l'autre, et comment est-ce qu'en fait il y a des idéologies communes. Après, moi, je trouve, tu vois, c'est un peu comme ton pote qui fait des blagues un peu homophobes, et puis après, il devient homophobe, tu vois. Tu vois, qui fait ah, mais c'est que des blagues, et puis après, en fait, il gratte un petit peu, et en fait, il est homophobe. Après, oui, je le dis pour le moment, de ce que je sais, a priori, c'est un groupe qui a une démarche intéressante et que moi j'ai bien aimé. C'est quoi ton genre de film? Qu'est-ce que tu aimes? Les comédies, les films d'horreur, les thrillers? Il peut y avoir énormément de choses, mais il y a déjà un truc que je peux citer maintenant parce qu'en fait, c'est vraiment un style narratif qui revient dans pas mal de cas, c'est la science-fiction. J'ai un énorme intérêt pour la science-fiction et parmi les films qui m'ont le plus marqué, on peut trouver des films comme Akira, Ghost in the Shell, Looper, Ok. Snowpiercer. Ça, c'est très Et asiatique. J'en ai pas Il y mal a que- d'asiatiques là Ouais. dans ce que j'ai cité. Mm, mm. C'est les premiers qui me sont venus en tête lorsque Oui. je réfléchis à la question. Les esthétiques d'Akira ou de Ghost in the Shell, ça m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, les deux premiers Ghost in the Shell, je les ai vus. J'essaierai de voir les séries un jour. En fait, c'est même un rapport à l'avenir et à la technologie qui va être assez différent de ce qu'on connaît aux États-Unis déjà, parce que beaucoup de films qu'on voit en général sont plutôt américains qu'européens, et même ce qu'on peut voir en Europe. Non, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir parce que quand même, il y a par exemple, dans Ghost in the Shell, quand même Blade Runner. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Tu oui. vois, il y a Ah, quand même une patte et quand c'est japonais, quand même, c'est pas très loin en fait. oui, mais Niveau, après, voilà, il y a eu de grosses influences et parmi les œuvres historiques du cyberpunk japonais, on peut aussi citer Blame, qui a été au départ une série de BD avant. Aujourd'hui, on le trouve en film d'animation d'ailleurs, que j'aime bien. C'est une personne qui est en train de chercher je crois, un terminal particulier. En fait, ce qui est une ville qui a été automatisée. Donc, les robots constructeurs ont complètement perdu la boule et fabriquent des villes en continu et en continu. Je crois que l'idée de départ qui a inspiré cette idée-là, c'est de se demander à quoi peut ressembler un immeuble du point de vue d'une fourmi. OK! Oh, intéressant en vrai. En fait, c'est un peu ce truc-là, comme l'humain a toujours considéré être en haut de la hiérarchie, j'ai l'impression que la fiction, montre juste, quelque chose qui nous remplace, qui nous surpasse, pour montrer en fait le traitement de l'humain par rapport à son environnement, par rapport aux autres espèces, par rapport à d'autres êtres humains, comment on se comporte. J'ai l'impression que c'est plus une Après, critique. Après, pour le coup, justement, en fait,
Ça va être un truc qui est aussi intéressant à aborder, c'est que c'est pas forcément dans le cas, par exemple, que l'on cite ici, quand je dis que, il y a des différences entre ce qui s'est fait au Japon et ce qui s'est fait, par exemple, aux États-Unis, c'est pas forcément uniquement des différences culturelles, c'est aussi des différences dans le système de production. Le système de production hollywoodien a certaines idéologies, les différentes chaînes de télé et de production japonaises ont aussi des systèmes de production qui portent une idéologie. Donc, quand ici on dit les humains ont tendance à se sentir supérieurs au reste du vivant, par exemple, dans notre cas précis, c'est surtout le système hollywoodien, que la façon, par exemple, de traiter les robots par Hollywood est très empreint aussi de morale chrétienne et d'une vision qui est assez chrétienne où on ne pourra jamais imaginer que les robots puissent être comparables à des humains parce que ils ont pas d'âme. Au Japon, on peut par exemple trouver des croyances shinto dans lesquelles des fabrications humaines peuvent avoir un Hmm. esprit. Et j'ai déjà trouvé des animés, par exemple, où l'on voit comment des épées qui ont des esprits, qui peuvent posséder des humains, qui impliquent que des épées qui ont été faites par des humains puissent avoir un esprit. Je trouve que c'est difficile de faire une analyse culturelle, d'aller essentialiser une culture, mais le fait est que dans des films comme Ghost in the Shell, les intelligences artificielles sont vraiment traitées comme ayant un esprit et ayant une agentivité. Hmm. Non, ouais, non, ça, c'est sûr. Mais aussi, ils ont tout le délire, les Japonais, sur les mechas, qui est pas américain. Tu sais, le Oui, mecha, vraiment l'extension de l'humain, la cohabitation avec les machines, en fin de compte, oui, qui est oui. pas du tout Mais américain dans la façon de penser. Tu le vois, ils alors en ça, mettent c'est de un partout. gros genre au Japon qui est Ouais. ultra présent. C'est tout ce que je déteste. Je l'ai toujours dit. Moi, en fait, c'est vraiment le mecha, j'aime pas et je saurais même pas dire pourquoi. Et regardez, hein, des mangas avec des, des mechas. Mais ça me parle pas. Je trouve que pour moi, mes deux films de mecha préférés, enfin, c'est la série Evangelion. Ouais. Donc, pour le coup, ouais, c'est vraiment un truc qui est super connu et qui a beaucoup de thèmes en fait qui sont psychologiques. Et c'est donc Pat Labor 2, qui est fait d'ailleurs par la même personne qui a réalisé Ghost in the Shell, mais a vraiment un propos sur les questions de géopolitique et notamment du rapport entre le Japon des années 70 et la guerre en fait. Ah, Evangelion, j'arrive pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Evangelion, mais moi, c'est vraiment, je pense que j'ai un problème avec les mechas. Oui. Je pense, c'est l'esthétique, tout ça. Après, bon, les goûts et les couleurs, on choisit pas, hein. Alors que, bah, Oui, en vrai, tout ce qui est cyberpunk, ça me dérange pas, tu vois. oui, oui. Je trouve que l'esthétique de cyberpunk, c'est it's ok pour moi, mais ouais, le méca, non. Mais ouais, la série Cyberpunk, tu l'as aimée? Franchement, j'ai bien aimé, oui. Je trouvais que, alors, il y a énormément de choses à dire, mais je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont intéressants. Déjà, à commencer, en fait, moi, je pense que un des premiers trucs qui m'a marqué un peu et que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment le premier épisode où tu as accès à des scènes quotidiennes dans un monde cyberpunk. Je trouve que c'est clairement un truc qui pourrait être plus visité, même d'ailleurs en matière de science-fiction, d'aller vraiment faire des histoires quotidiennes. Et je trouve, enfin, la première épisode, c'est vraiment ça, quelqu'un qui essaye d'être pris à l'école et qui a des soucis avec sa famille, ainsi de suite. Dans les prochains épisodes, ça change assez drastiquement. C'est aussi différent, mais c'est très différent. C'est aussi intéressant, mais c'est très différent. Mais je trouve que esthétique, waouh, grosse claque. C'est quoi ton film préféré? Je dirais que pour l'instant, les derniers dunes se placent assez haut. Après, c'est un truc particulier, les dunes. Ça aussi, on pourra en parler, notamment sur les livres, mais le fait que je m'appelle Audrad dans Camp Profil, c'est pas anodin, c'est vraiment un personnage de dune. C'est un livre que j'ai lu pendant une bonne partie de mon adolescence, hein, enfin, un ensemble de livres, du coup. J'ai lu toute la série principale de Frank Herbert pendant plusieurs années et c'est vraiment un truc, c'est vraiment un univers dans lequel j'ai même retrouvé, dans lequel j'ai même imaginé aussi. C'est ton livre préféré aussi, Dune? Je sais pas si je pourrais dire que c'est mon livre préféré, mais c'est un livre qui clairement m'a énormément marqué. Donc Dune. Mais les 2 derniers, quoi, pas ceux d'avant. Pour les films, alors j'avais vu le premier film, j'avais rien compris. Je commençais à peine à lire les livres à ce moment-là. Les deux films de Villeneuve, alors OK. ouais, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose que j'avais énormément entendu, que j'avais très envie de voir. Et en fait, le truc c'est que pour des raisons covidiennes, le premier film, j'ai pu le voir en fait quand il est sorti sur Netflix, peut-être un an après sa sortie en salle. Autant dire que je l'ai attendu. OK, tu pas allé en salle, voir, celui de Villeneuve, en fait? Tu Oui. attendu 1 an?
Dur un peu Je d'attendre pense, un oui. waouh! Oui, et du coup, ça me restait en tête et pour le coup, je trouve que c'est vraiment des bons films. Je sais que après, il y a aussi des raisons qui sont liées à mon histoire de vie, mais j'ai un énorme intérêt pour les intrigues politiques, les films d'espionnage, parfois même les enquêtes. À partir du moment où c'est bien fait, franchement, moi, j'ai une énorme appréciation en fait pour les scénarios complexes que des fois tu as du mal à comprendre et ainsi de suite. Aussi parce que des fois, ça m'aide à comprendre les relations entre gens, même à l'extérieur des livres, Alors des que films, mais oui. c'est pas tellement dans l'émotionnel, tu vois? Ouais, c'est plus vraiment très politique, Dune, pour le coup, tu vois? Mm. Enfin, moi je trouve, Bah, en après, tout après, je trouve que même par exemple dans les dunes, il y a toujours des rapports émotionnels, hein. Il y a par exemple il y a une ils sont très contemplation froids, des hein. grandes régions désertiques. C'est assez impressionnant à voir de s'imaginer plongé dans une tempête Coriolis. Parce que Vibro, il dit: «Non, c'est très froid, chez Villeneuve», mais en vrai, dans les livres, OK, ils sont un peu nuancés, mais pas tellement. En fin de compte, les persos, ils sont quand même assez froids et tu vois que Paul, il est pas c'est pas quelqu'un de ou que t'as de l'empathie pour lui. Il y a des trucs que je peux beaucoup apprécier, hein. C'est aussi le cas de Mmh. Ghost in the Shell, que moi ça me fait du bien, mais qui peuvent apparaître très froid pour d'autres personnes. Et possiblement très lié à mon autisme, c'est aussi lié à la façon dont j'ai grandi, à ma vie et à la façon aussi dont j'ai tendance à penser. Pour moi, par exemple, Dune, ça a été aussi le fait de reconnaître, de vraiment traiter avec sérieux des sociétés qui sont très différentes de celles que l'on connaît. Alors que c'est une putain de critique de nos sociétés. Qu'on soit Oui. d'accord? Dune, c'est vraiment ça, hein. C'est en mode, on met en gros les problèmes, de ce qu'on a sur terre, quoi, en fait. En fait, c'est beaucoup de choses, hein. Il y a aussi, par exemple, il y a aussi une volonté de porter un message par la narration, par exemple, en détournant le mythe du héros. Enfin, il y a énormément de choses à dire et il y a énormément de façons de l'interpréter. Après, c'est vrai que, par exemple, moi, je trouve que pour beaucoup de choses, c'est l'une des rares œuvres qui va vraiment avec Warhammer 40 000 qui vont décrire des sociétés qui n'ont pas forcément les mêmes idéologies que les nôtres. mmh. Ceci étant dit, en effet, oui, il y a des choses, il y a des questions d'écologie, d'exploitation des ressources, d'impérialisme et ainsi de suite, Ah qui oui, sont des complètement. choses qui sont très actuelles. Oui, qui est très actuel et en fait, ouais, quand tu dis, ouais, c'est pas le héros qu'on voit, c'est pas un anti-héros qu'on a l'habitude de voir, mais c'est plus comment dire? Moi, j'ai dit là, Paul, il est froid, tu peux ne pas avoir d'empathie, mais parce qu'en fait, il a ce rôle-là et il faut qu'il prenne ce rôle-là, en fait. C'est une obligation et c'est très politique et en fait, je trouve que c'est très réaliste, justement, Dune, là-dessus, sur, Oui, bah, tu choisis pas, en fait, tu dois faire ça et c'est oui, intéressant. oui, Les personnages, ils sont, peut-être plus réalistes. C'est pas un oui, héros oui, tout oui. court, c'est un tyran. Ouais, tout à fait, on est plus sur, une construction d'un tyran. Ouais, sur Paul. Oui, Tout à oui. fait. Ça pose des problèmes parce que du coup, ça peut aussi laisser entendre que par exemple, si en gros Paul Atreides devient méchant, c'est aussi parce que l'on a besoin d'un méchant. Et après, le truc, c'est que ça peut aussi être une critique par rapport à la façon dont on utilise les gentils et les méchants par rapport Mais moi, au. je dis pas qu'il est méchant, Paul. Tu vois ce que Ouais, je non, veux mais en dire? fait, je dis ça un peu très rapidement, mais Ouais, après, c'est une idée. Enfin, en disons, gros dans l'idée, là, c'est normalement le héros, ça va être la personne que l'on va soutenir. mais en fait, le truc, c'est pas manichéen, la vie. Mais ça fait partie des choses que j'ai énormément appréciées dans Dune, c'est justement que l'on a affaire à de la complexité morale. Mmh. C'est quoi ta série préférée, Audrad? Parmi mes séries préférées, je dirais, il y en a une, laquelle là je pense assez vite, c'est Doctor Who. Et Alors, pourquoi? pourquoi? Ouais, déjà parce que je trouve que, bien que l'idée en fait d'aller suivre les aventures d'une personne qui voyage dans le temps depuis des années avec des humaines, alors souvent des filles, ouais, souvent des femmes, mais qu'elle rencontre sur Terre, je trouve ça vraiment, ça me met en joie. C'est OK. difficile à expliquer, mais tout ce truc un peu drôle, un peu des fois un peu kitsch, et une vraie volonté d'expérimenter des ressorts narratifs, des histoires différentes, des façons de filmer. Alors C'est moi, ça j'ai surtout vu la partie depuis les années 2000, mais en fait, ça commence depuis les années 60. ouais, voilà.
La série, elle est vieille, quoi. Elle est inscrite dans la pop Et culture. Très anglais, Doctor Who. parmi les séries anglaises, il y en a vraiment, je trouve il y en a de très, très, très bonnes. C'est que, par exemple, les Peaky Blinders aussi, j'avais beaucoup aimé, parce que, je trouve que c'est un apport assez intéressant, à la fois sur comment est-ce qu'on essaye de filmer, une culture de gangsters, mais aussi, sur le fait qu'ils se sont essayés à plein de genres de films différents. Alors, on a du film de gangsters, on a, du, western, on a de l'intrigue politique, on a de l'enquête policière, on a OK. du film d'espionnage. Non, mais ouais, et t'avais aimé, Good Omens? Ou pas du tout? Qui Alors, est est-ce aussi que j'ai vu Good Omens? Je crois même pas. c'est une série qui Après, est sur Prime Video, c'est une série anglaise, où, tu un ange et un je sais pas si c'est mmh, Lucifer, mais non, non, c'est un démon et ils sont, sur terre et ils regardent les humains et voilà et c'est trop mmh, bien et voilà, c'est trop, trop bien. Vraiment, oui. allez regarder, Après, Good Omens. ce qui me viendrait aussi en tête, là, tout de suite, c'est la série Misfits, qui, en gros, c'est Mmh, oui! des gens qui sont en travaux d'intérêt généraux lors d'un moment où tout le monde commence à prendre des pouvoirs assez étranges. Le truc, c'est que c'est des prolos qui souvent ont une vie déjà bien compliquée et quand ils acquièrent des pouvoirs, ils n'ont pas forcément eu l'occasion de réfléchir à la question, de savoir comment les gérer, donc c'est super intéressant. Ouais, non, c'est Parce trop que... intéressant, Misfits. Ah, clairement. Oh là là, mon adolescence. Alors là, j'ai eu un saut dans le passé. Allez, on va passer à la cinquième question. C'est quoi ton genre de divertissement que tu aimes le plus faire dans ta vie? Faire de la musique, peindre, dessin, escalade, aller te balader, un podcast, un stream, ou un jeu Ouais. vidéo? Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais là, comme ça, ce que je pourrais citer assez rapidement, tout de suite, déjà le jeu vidéo, hein, d'ailleurs, Mmh. ça pourrait être un art à part entière qu'on pourrait aborder de la même manière, mais je joue beaucoup à laquelle j'ai commencé, c'est vraiment les jeux de construction de ville et les jeux de stratégie. Après, même les jeux de rôle, j'ai découvert que j'aime beaucoup ça. Et par exemple, parmi les autres genres de divertissement, parmi ce qui me vient en tête très rapidement, c'est vraiment d'aller marcher, d'aller en forêt, par exemple, et d'aller explorer des forêts, d'aller explorer des zones de ville, d'aller vraiment chercher des petits coins. Je trouve ça génial d'aller observer des endroits. Je sais que ça m'arrive assez souvent de voir un beau morceau de forêt et de me dire, j'ai envie d'aller voir dedans. Tu te considères geek ou pas? Donc, je pense que globalement, en fait, pendant longtemps, je dirais pas trop parce qu'en fait, c'est un truc qui a été très utilisé par un peu tout le monde. Donc, je me disais, ouais, quand même, un peu tout le monde utilise ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui me font dire que je suis plus geek que d'autres, hein, notamment T'aimes la l'intérêt pour le jeu de rôle. SF? C'est ça, la SF. Tu m'as dit, les mangas, tu m'as parlé de quand même, un peu otaku, quoi. Ouais, ouais. Je veux dire, tout le monde se dit geek, mais quand même, je suis particulièrement geek. C'est un peu comme la cinéphilie. J'ai compris que j'aimais le cinéma lorsque je me suis rendu compte que j'avais un énorme amour pour les nanas et que j'avais aussi un amour pour les courts-métrages. Ce Oui, qui n'est pas le cas de tout le monde. puis bon, il dit, fan de Doctor Who. Il va falloir assumer maintenant, c'est ça. Quel jeu qui t'a le plus marqué? Alors, parmi, les jeux qui m'ont, le plus marqué, là, qui me viendrait en tête là tout de suite, alors évidemment l'un des premiers auxquels j'ai joué, c'est SimCity 3000. J'y ai joué, vraiment, des heures et des heures. C'est aussi mon amour, mais bon. Et ouais. Après, je trouve, il y a eu des trucs qui étaient intéressants qui sont sortis sur SimCity et notamment, le fait que les modèles qui sont utilisés pour simuler des villes, en fait, portaient elles-mêmes une idéologie. SimCity 3000, c'est peut-être différent sur le dernier et c'est peut-être différent sur City Skylines d'ailleurs, mais avait tendance à faire en sorte que les villes qui étaient les plus prospères, c'était pas forcément les villes où on avait le plus envie de vivre. En gros, tu as quasiment pas de service public, mais par contre, tu mets plein de commissariats de partout. Ouais, non, c'était très intéressant, ouais. Là, il y avait vraiment un truc, derrière, bah, le dernier SimCity, ouais, il faisait des manifs, les Sims. Ils étaient un peu chiants. C'est ça, et du coup, on essaye de contrôler les manifs. En général, C'est les ça. manifs de SimCity 4, c'est très simple. Tu mets de l'argent dans les services publics et c'est réglé. Mmh, oui. Alors, c'est à la fois réaliste et à la fois pas réaliste. Mais... On va attaquer, 6e question, la plus grosse.
en fin de compte? À quel moment tu as su que tu étais une personne non binaire, Audrad? En fait, pour expliquer, je vais remonter un peu dans le contexte. Donc, il faut savoir que avant ça, donc le genre, c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment très bien compris pendant très longtemps et peut-être même aujourd'hui, hein. Et, globalement, ça, c'est un truc très autistique. Beaucoup d'autistes ont du mal en fait à vraiment comprendre. Il y a un lien, il y a un lien, il y a des Oui, c'est études ça. dessus. De comprendre beaucoup d'institutions sociales et le genre en fait partie. Et je sais que moi, pendant longtemps, on m'avait dit que j'étais un homme. Mmh, Donc, je partais du principe que j'étais un homme et que c'était purement une convention. OK. Globalement, voilà, on m'a donné un corps, on m'a dit ceci est un corps masculin. C'est en gros ce que j'ai sur ma carte d'identité, c'est ce que j'ai sur mon passeport. J'ai tendance à systématiquement sous-estimer à quel point l'expérience du monde des gens qui me font face est genrée. Mmh. Et on a pu, ouais, on a pu, par exemple, me dire, enfin, des fois, même à l'école, on m'a dit t'es homo. Alors, par exemple, moi, je sais que je détournais le truc, je savais que globalement, ça voulait dire homosexuel et que globalement, t'es pas nécessairement considéré comme une bonne chose, mais globalement, moi, je savais déjà un peu à l'époque que possiblement que j'étais pas complètement hétéro de toute façon, Mmh. mais je détournais le truc en disant oui, je suis homo, mais toi aussi, on est tous des homo sapiens. Ce que je voyais pas forcément, par exemple, c'est que c'était aussi une façon de s'attaquer à la virilité. Que globalement, on disait que j'étais un peu moins un homme qu'eux. Et tout ça, par exemple, c'est énormément de choses que je pouvais pas forcément, que je devinais pas forcément et que j'ai commencé un peu à comprendre après coup. C'est parce qu'en Mais au fait, moment où... tu des stéréotypes féminins, selon eux. C'est ça, hein, souvent quand on traite les gens d'homosexuels, derrière on démasculinise, on émascule la personne en fin de compte et on lui met des traits féminins. Donc tu pas vraiment un homme quoi, à leurs yeux. Oui, oui, oui. Voilà, Mais c'est justement, j'avais intéressant. probablement la place de l'homme efféminé, quoi. Mais comment savoir un peu ce à quoi correspond l'efféminement dont il parle, c'est compliqué. Bah, ça, c'était revenu, sur la première interview, où Vincent en parlait, où on l'avait insulté d'homo et j'ai l'impression que c'est un peu, l'insulte standard, en fait, pour les hommes, la plupart du temps, quoi. Oui, c'est assez fréquent, hein, et après on a plein de façons de tourner ce terme, enfin. Et donc, à partir de ce moment-là, donc on t'insulte et toi tu te dis, «Ouais, je suis pas ça». À cette époque, c'était surtout un moyen de montrer, enfin, c'est un exemple sur comment est-ce que, à quel point, en fait, je comprenais pas forcément à quoi ça pouvait correspondre à un genre pour la plupart des gens, vu que, voilà, pour moi, c'était vraiment un truc qui était sur mes pièces d'identité. Là où ça a changé, c'est en deuxième année de doctorat. Vraiment où là, j'ai commencé en fait à m'intéresser. Alors, il y a des moments où je m'intéresse à différents sujets, mais où j'ai commencé à m'intéresser au féminisme et où donc j'ai commencé à regarder, à écouter, à lire des trucs sur le féminisme et où justement je me rends compte que l'expérience, enfin, que le genre, ça implique énormément de choses et qu'être une femme et être un homme, ça implique énormément de choses. Mais je me suis aussi rendu compte d'un autre truc. C'est que c'est que l'expérience genrée masculine que l'on décrit, que ce soit par les féministes, mais que ce soit aussi par les hommes, c'est quelque chose qui est censé parler de moi, mais qui me semble être un truc complètement étranger. Et Ouais, là, je commence à me dire que peut-être qu'il y a un truc. je Et, vois. euh, et en fait, le truc, c'est que fut un temps où j'avais appris un peu les termes de non-binarité, où je savais que, en gros, il y avait des transgenres et qu'il y avait des binaires et des non-binaires. Et d'ailleurs, au passage, c'est pas grâce à l'école, hein. Franchement, l'éducation aux gens et l'éducation sexuelle, j'en ai jamais eu de ma vie. Du coup, ouais. Après, sur la construction sociale du genre, à part faire de la sociologie, je vois pas à quel endroit il pourrait en faire, tu vois? Oui. Après, est-ce que c'est à l'école d'expliquer le genre? Tu vois? Je me Ah, pose en la fait, c'est question. des questions qui se posent, hein. Mais le fait est que, par exemple, c'est pas forcément des choses. La façon, par exemple, même le traitement genré que je peux avoir en famille, je le comprenais pas forcément. D'ailleurs, même les questions de sexualité, c'est un tabou dans pas mal de familles. Si c'est pas expliqué à l'école, tu apprends ça sur le tas. Donc est-ce que le genre, il devrait être expliqué en fin de compte, comme tu es en train de le dire? Moi, je pense que peut-être qu'il faudrait, mais c'est tellement personnel et c'est propre à chacun, tu vois, cette construction-là. Oui. Mais après, non, on est quand même vachement influencé par rapport à tout ce qui nous entoure. On est quand même vachement influencé par rapport à notre genre, à notre construction sur le genre. Je me dis, ouais, non, ce serait peut-être bien, ouais, ce serait peut-être bien des cours sur le genre. Je veux dire, même avoir juste quelques heures pour parler du genre, du fait que c'est une construction sociale, que ça peut avoir des liens psychologiques, qu'il peut avoir des biais qui sont liés à ça, que ça peut varier selon les cultures. Enfin, c'est énormément de choses, hein.
hein. Il existe des personnes trans. Par exemple, moi, enfin, l'année dernière, j'avais commencé à faire des interviews avec des femmes sur la féminité parce que Mm. il n'y a pas de documentaire réel sur la féminité. Tu vois, c'est plus la Oui, féminité sur les meufs qui vont draguer des hommes. Donc, on est sur un aspect de séduction et de l'homme, en fait. Et c'est toujours oui, le genre manquant, alors que des documentaires sur la masculinité, je peux t'en citer plein. Et j'en ai regardé plein. oui, Et oui, même sur les personnes non binaires, j'en ai vu des documentaires. Sur des personnes trans, j'en Mm. ai vu aussi. Je pense qu'il manque ça en fin de compte. Donc, bon, pour que ça arrive à l'école, il va falloir avoir un gros cheminement sur qu'est-ce que c'est réellement le genre, tu vois. Et puis, si on n'a pas un minimum, enfin, si on théorise pas un minimum sur le genre, bah, on peut pas non plus théoriser sur le patriarcat et on peut pas forcément prendre du recul sur nos propres Nos biais. genre, ouais, c'est ça, nos biais, nos attitudes genrées. Et donc, toi, tu t'es dit non binaire parce que tu te reconnaissais pas dans le genre masculin et ni féminin, en fait. Au départ, oui, ça a commencé par là. En fait, le truc, c'est que ça a été très long, que ça a pris des années à maturer et que vraiment les débuts de réflexion sur le genre, elles ont commencé à ce moment-là, mais ça fait depuis un peu moins d'un an maintenant que je commence vraiment à m'affirmer sur comme non-binaire et vraiment à explorer cette partie de moi. Le fait est aussi que ça coïncide avec les moments où j'ai commencé à rencontrer des personnes non-binaires sur Internet. Sur la non-binarité, souvent, c'est pas forcément accueilli avec énormément de bienveillance dans pas mal d'espaces. Des trucs sur la non-binarité, j'en ai vu un tout petit peu, mais franchement, pas tant que ça. Et même les quelques-uns que j'ai vus, c'est peut avoir des biais assez transphobes. Je me demandais même si j'étais, enfin, pendant longtemps, la première question à savoir, c'était de savoir si c'était légitime même à me considérer comme non-binaire et à me considérer comme trans. Et comme j'ai rencontré aussi des gens qui disaient que non, pas mal de mois en plus qui se sont ajoutés sur mon questionnement de genre. Après, tu peux comprendre, parce que moi, c'est un truc qui revient souvent chez mes copines trans. Quand elles parlent des non-binaires, en fait, elles parlent souvent quand elles disent mauvaises non-binaires, tu vois, elles mettent en Mm. guillemets, elles parlent de gens qui ont des expressions de genre très marquées, où on sait Mm. en voyant si c'est un homme ou une femme qui ont des expressions de genre, tu vois, très très marquées, Oui. et que c'est pas fluide, tu vois. On n'est pas sur Mm. une expression de genre androgyne, comme on dirait à la base. Et Mm. c'est ça qui leur pose souvent problème, tu vois? Moi, Oui. c'est que j'ai vu et que j'ai entendu la plupart du temps des gens râler là-dessus et c'était vraiment par rapport à ces personnes-là et c'est tout. Après les autres personnes, qui se disent non binaires, et que je connais et qui ont plutôt cette fluidité de genre, vraiment, ça je pense que ça pose moins de problèmes, tu vois? Je pense. Oui, oui, je comprends. Après, ça, c'est des choses. J'ai vu aussi ce genre de conversation, même des fois on trouve des articles sur le sujet, mais après, je dirais en fait, ça pose pas mal de questions aussi sur vraiment le rapport du genre à l'apparence. Dans ce cas-là, le fait est que l'expression de genre non binaire, je vais pas l'avoir dans pas mal de cas, hein. Si je vais au travail, je vais avoir l'air d'un homme, je vais me genrer au masculin parce que sinon je vais pas m'en sortir. Est-ce qu'il existe des tenues non binaires qui soient acceptables socialement? Pas trop, puisque la Non, non-binarité ouais, n'est pas complètement. acceptable socialement. Re En fait, c'est ça. En fait, je pense que la vraie question, ouais, là, tu soulèves un vrai truc et un vrai problème. Est-ce que c'est accepter cette fluidité de genre? Et ben, je crois pas. Parce que souvent, tu vas être ultra critiqué à ce moment-là. Tu vois, si tu choisis pas de camp, mais il y a plein de gens qui aiment pas ça, hein, Oui. et tu le sais. Non, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est là où tu vas avoir de la transphobie. Après, justement, alors un des gros trucs, en fait, c'est que part du principe que la transphobie ou le sexisme, c'est des problèmes qui sont liés, enfin, c'est contre elle s'exerce contre la transidentité et contre les transgenres. C'est vrai, mais pas uniquement. Et en fait, une bonne partie des combats LGBT et notamment des combats trans sont aussi liés au fait que globalement, l'existence même de personnes trans typiquement constitue en fait une complexification sur le narratif que l'on a autour du genre. Bah, en fait, le genre c'est quelque chose de complexe et on organise une société autour du fait que ça l'est pas. Là où vraiment les causes non binaires ou les causes trans méritent d'être défendues, c'est pas uniquement sur les personnes elles-mêmes, bien que ce soit aussi le cas, mais c'est vraiment sur le fait de défendre une vision de genre qui peut être fluide, qui peut
modifiés qui correspondent aussi à des états mentaux qui propres à la personne, enfin, en dehors du narratif dont on a l'habitude, où on a les hommes et les femmes qui sont là parce que. Et Rouhani dit un truc qui est intéressant, l'injonction à transitionner, à correspondre à des critères bien, tu vois? Et Oui, c'est souvent pendant, j'aime pas dire ça, mais pendant la transition, tu vois? Où c'est là où tu vas avoir vraiment les plus gros commentaires transphobes, alors que, bah, une meuf, ou un mec qui a un passing qui est très bien fait, n'aura plus, cette transphobie-là. Je pense, ouais, c'est le côté, oui, que ça ne plaît pas aux gens, parce que ils n'arrivent pas à mettre dans des cases et que c'est très binaire. En fait, notre société est oui. très binaire. Sur la question du passing, justement, la non-binarité est encore dans une situation qui est très particulière. Parce que si on prend par exemple un homme ou une femme trans, globalement, la transition peut durer toute la vie, mais il peut aussi arriver des moments où ben, la personne sera perçue comme le genre dans lequel elle s'attribue Mmh. déjà. Et donc la transition est faite dans le sens où plus personne n'a de doute sur son genre et qu'il n'y a plus vraiment à s'expliquer. La non-binarité, globalement, à partir du moment où tes pronoms c'est elle et lui, à elle, Les gens, ils font: «Ah, c'est bizarre!» mais ça, c'est parce qu'ils ouais, connaissent pas. ouais, mais du coup, là, il y a pas de doute qu'on est trans, hein, et si vraiment tu veux Mmh. y avoir une expression de genre non binaire, là, il y aura pas de doute sur ton identité non plus. Ce qui fait qu'une transition non binaire, il y a des chances qu'en fait, ce soit jamais fini. Est-ce que c'est pas le cas aussi pour les personnes cis? Est-ce que c'est pas le cas pour les personnes trans? En fait, je dis personnes trans, Oui, mais tu m'as compris, meuf ou mec oui, oui, qui se catégorise dans une expression de genre, oui, bien spécifique. J'ai l'impression, ouais, que ça évolue pour tout le monde, en fait, son genre. oui, Donc on est oui, complètement débiles. On est à chier les oui. humains. Après, le truc, c'est aussi que là, quand je parlais vraiment de cas de transition continue et ainsi de suite, Mmh. c'est aussi pas dans un contexte social. Le contexte social va changer. Une masculinité des années 90 et des années 2020 et des années 2050, c'est pas la même. Pareil pour la féminité. Mais le fait est qu'on pourra toujours dire que dans le cadre de la société du moment, globalement, la personne reste connue comme un homme ou comme une femme et que globalement, il n'y aura pas forcément à s'expliquer là-dessus. Disons que les transitions de genre liées à la transidentité sur des transgenres donc qu'on dit diadiques, donc homme ou femme trans, ça peut être toute la vie, ça peut avoir une fin. Voilà, sur vraiment de la non-binarité, en général, c'est très rare qu'on puisse imaginer que ça ait une fin, sauf si vraiment on arrive à avoir l'émergence de genres non-binaires socialement qui ont une organisation sociale. Ouais, non, je sais pas. Ouais, peut-être un jour on aura un stéréotype de genre, pour les personnes non binaires. Qui Imaginons, hein. sait? Qui sait, en fait? Ouais. Non, mais en vrai, Audrad, on est d'accord que dans notre tête, si on dit non binaire, on voit un certain stéréotype. Malgré nous, déjà aujourd'hui, Mmh. en fait. Enfin, je sais pas, enfin, il y a toujours, enfin, j'ai dit androgyne, mais c'est de l'image stéréotypée que je me fais des personnes non binaires, tu vois? Oui, oui, Bah oui, on est mais oui. déjà dedans, Andrade, on est déjà dedans. En vrai, je suis pas d'accord avec toi, Rouhani. Rouhani qui dit Ouais. une personne grosse ne peut pas être androgyne. Eh ben, je suis pas Mmh. d'accord. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Il y a par exemple des hommes cis qui vont être gros et donc ils vont avoir bah, des formes et des boobs, en fait. Alors, ces hommes Mmh. cis, ils pourraient très bien être, tu vois, androgynes. Est-ce que, tu vois, peut-être stéréotyper les androgynes, dire que ça doit être que maigre, tu vois aussi? Oui, Tu vois, après, de toute façon, sur ça la m'interroge. représentation même des LGBT, il y a souvent des trucs qui reviennent. Après, truc auquel, quand même, faut pas oublier, la transidentité, c'est pas qu'un truc de blanc. Alors, il se trouve que moi, je suis blanc-cheux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et le problème, c'est que l'idée que c'est un truc de blanc, c'est aussi bien défendu par des blancs LGBT que par des racisés qui ne le sont pas. Et que dans tous les cas, ça pose des problèmes, que ce soit de racisme ou de LGBT-phobie. Et ça aussi, hein, l'idée que une personne LGBT et notamment trans et notamment non binaire, c'est une personne blanche. Je le dis, j'ai évolué avec des gens LGBT, donc en fait, Oui. tu vois, il y a ce truc-là où je pense que c'est quand t'es pas dans l'univers queer, mais quand t'évolues pas du tout dedans, ouais, tu te fais des stéréotypes. Tu te dis, ouais, c'est les blancs qui font ça, quoi. Il y a énormément de choses derrière, mais après, ça, voilà, c'est des tas d'intersectionnalités entre races, genre, transidentité, ainsi de suite. Donc,
tu t'es posé des questions enfin, des petits, en fin de compte? Ben alors, Ou ben en fait, pas vraiment. pas vraiment? Disons, étant plus petit, déjà, j'avais pas mal d'autres questions à gérer avant même de me Mmh. poser la question de si je suis un homme ou une femme, hein. Comment est-ce que la personne décide si ce que j'ai fait est bien ou mal? C'est tout court, hein, mais très souvent arrivé d'offenser des gens, je sais pas pourquoi, c'est pas très agréable, donc j'essaye de comprendre ça. Et par conséquent, pareil, l'aspect genré du truc, c'est pas forcément des choses que j'arrivais à voir. Disons qu'après, il y aurait des trucs qui pourraient se deviner assez vite, hein. Déjà, très tôt, même dans mon adolescence, je voulais porter des robes. Le truc étant que quand je disais ça, je me représentais aussi des modèles masculins qui portent des robes, hein, typiquement des Touaregs ou des Japonais traditionnels, par exemple, où Ouais, ouais. ça se fait. Après, je trouve bah, par exemple, il y avait Placebo. Alors, je sais pas si c'est Cancel Placebo, mais le chanteur, bah, il portait des robes, tu vois? Ouais, Donc ça se faisait dans les années 2000, ça se faisait beaucoup des hommes, je disais hommes, qui portaient des robes ou des oui, jupes. Ouais, et les Écossais oui. aussi. Les Écossais aussi portaient, des jupes. Et voilà. Je sais que même ces dernières décennies, il y a eu énormément de reprises aussi de l'esthétique queer par des gens qui le sont pas du tout. Et d'un côté, c'est intéressant, hein. C'est d'autres propositions. En vrai, je sais pas réellement, pas vraiment où ça s'arrête, où ça commence. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Tu vois, c'est Après, c'est vachement compliqué. compliqué, je trouve. Parce que est-ce que mettre des paillettes, c'est queer, tu vois, par exemple? Alors toutes les fanzouz, de Taylor Swift, elles sont queer? Bah non, bah non! Non, Tous ceux qui sont fans oui, oui. de Lady Gaga, ils sont queer, que comment? Enfin, bah, là, je parle vraiment de stars pop qui sont très, Oui. appréciées par, les personnes queer, justement. Après, le terme queer, ça fait partie de ces mots qui sont justement, qui ont justement un intérêt, qui peuvent être utilisés justement parce que ils sont assez vagues pour pouvoir s'adapter au contexte. Mmh. Typiquement, ouais, en Et tu général, quand on dit que quelque chose est très queer, on s'entend sur ce qu'on veut dire par là, mais personne n'est capable de donner vraiment une définition précise la plupart du tu vois, temps. c'est marrant, c'est comme le genre, quoi, si on dit, Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, être une femme? Qu'est-ce que ça veut dire être non binaire? Qu'est-ce que ça veut dire personne ne sait. J'ai ouais. l'impression, ouais. C'est une Après, définition propre à chacun, quoi. ouais, là-dessus, je peux en parler un peu parce que Vas-y. justement, ouais. Alors le fait est que voilà, dans les non-binaires, il y a encore beaucoup de différentes expressions de genre. Moi, je sais que je fais partie donc de l'ensemble des genres que l'on désigne sous le terme de xénogenre. Alors, c'est Ah! assez OK, connu. tu vas pouvoir m'expliquer, vas-y. L'explication des xénogenres. En gros, la première truc qu'on peut dire, ça va être que les xénogenres, c'est tous les genres qui vont pas pouvoir être expliqués uniquement en utilisant les concepts de la féminité et de la masculinité. Typiquement, si on prend une personne gender fluid, globalement, on peut se dire que la plupart des gender fluids sont gender fluid entre la masculinité et la féminité. Les personnes qui sont bigenres vont être hommes et femmes. Les personnes qui sont agenres vont être ni hommes ni femmes notamment, et en général ne pas ressentir de genre. Ouais, les xénogenres, globalement, tu peux dire que c'est ni des hommes ni des femmes, mais après ça, t'es pas forcément très avancé. Et justement, il va falloir faire appel à des concepts qui sont extérieurs à à la façon que l'on a traditionnellement de décrire les genres pour pouvoir les expliquer. Alors, il se trouve que les xénogenres, c'est pas toujours, mais c'est très lié à à la neuroatypie. Et notamment, on trouve donc des ensembles de genres qui sont vraiment très liés à des expériences neurotypiques. Alors, il y a des genres, par exemple, qui peuvent être pris par tout le monde, hein, clairement xénogenres, mais qui correspondent un peu à des expériences qui peuvent être communes à pas mal de gens. Alors, dans ces cas-là, par exemple, on trouve des chaos genres. Donc, des genres chaotiques, ça va être des gens qui sont gender fluid, mais à l'extrême, qui peuvent ressentir de la dysphorie, de l'euphorie de genre assez intense dans la même journée. Si vous voyez, les agents ne ressentent pas la masculinité et la féminité. Les voïdes de genre vont ressentir l'absence de genre comme étant quelque chose, un sentiment de vide, qui du coup devient le genre. Après, dans les xénogenres, moi, j'avais entendu, certains et certaines, tiktokeuses parler de leur xénogenre et que c'est plutôt un ressenti, en fin de compte, et que, par exemple, si, la personne, en fait, elle sentait son genre comme une couleur, un chiffre, Alors comme ça, c'est encore tout un autre c'est un autre ensemble. truc. Oui. OK. Et là, on commence à entrer dans des trucs qui sont très liés à des expériences neuroatypiques du monde. Alors ça, Mmh. c'est des gens qui font appel à la synesthésie.
Pour vous donner une idée de la synesthésie, par exemple, vous allez associer des chiffres à des couleurs. Et donc, quand vous allez penser à un chiffre, la couleur va vous venir en tête aussi. Typiquement, pour vous donner une idée, si j'utilise cet exemple, c'est parce que c'est celui qu'utilise, par exemple, Daniel Tammet dans Je suis né un jour bleu, qui est un autiste anglais s'est beaucoup intéressé par les maths et notamment parce qu'il ressentait aussi les gens comme des couleurs. Alors, il s'en servait par exemple pour mémoriser de longues suites de chiffres en faisant des paysages colorés et Ok. des trucs comme ça. À partir de là, vous pouvez imaginer le truc. Je suis né un jour bleu, je me sens flaque de boue et du coup, mon genre, c'est rugueux, Bah, après, moi, c'est cassant. je trouve pas ça déconnant, tu vois? Ouais. Je trouve pas ça Après, quand on y déconnant, a je trouve. l'explication, ça peut être assez logique, hein, mais Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se moquent, qui disent: «Ouais, moi, je suis hélicoptère de combat», tu vois? Ça, c'est le truc, le ouais. même, à longueur de temps. Non, c'est pas ça, c'est un ressenti, mais enfin, c'est Mais en fait, le problème, c'est que face à une personne s'est pas trop penchée sur les xénogenres, disons que, en effet, là, pour le coup, les xénogenres, ça peut ressembler à des blagues de l'hélicoptère ou des variantes des blagues de mmh, l'hélicoptère de combat. C'est assez peu le cas des non-binaires, mais des transgenres qui sont des hommes ou des femmes trans vont souvent dire c'est embêtant que les xénogenres fassent enfin, on a l'impression de voir des blagues d'hélicoptère de combat devenir vraies, mais en fait, c'est vraiment lié à des expériences psychologiques du genre. Mais voilà, donc là, par exemple, on a vu les cas de genre qui sont liés à la synesthésie. On a aussi, par exemple, des genres. Alors, ça va souvent, par exemple, être des genres qui sont liés à des personnages de films, de séries, des trucs comme ça. Ça peut être d'autres, hein, ou des animaux mais aussi. Tu aussi le cas oui des aussi. animaux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais Mais en ça, on peut en vrai, parler je trouve que le truc des animaux, si je le dis dans le chat, ou n'importe qui écoute, ce moment-là, aussi. si je dis: «À quel animal tu te ressens le plus?» et ben, tout le monde a en tête un animal, tout le monde. Oui, Donc en oui, oui. vrai, je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de rentrer dans cette petite faille-là du xénogenre et de se poser des questions Mm. sur nos genres. Si jamais tu as quelqu'un qui se dit de genre en Doctor Who, c'est très probablement quelqu'un en fait qui a du mal à comprendre ce concept et qui se sert de quelque chose qu'elle maîtrise et qu'elle comprend très bien et qu'elle aime aussi souvent pour pouvoir mieux appréhender ce concept. Et bon, il se trouve que souvent c'est des neuroatypiques et que souvent c'est des intérêts spécifiques. Si tu es fan de Doctor Who, tu peux tout à fait être de genre Doctor Who. Et Mais du ouais. coup, si ton intérêt spécifique c'est les chats, tu peux être de genre chat. Bah, moi, j'aimerais bien être un chat, mais en fait, je serais Socrate. Je serais pas un chat, je serais Socrate, parce que Socrate, il est con. Je trouve qu'il me ressemble bien, en fin de compte, hein. Et très maladroit. Je sais pas si j'ai un intérêt spécifique pour les chats. Oui, si, clairement, j'aime trop les chats. Mais est-ce que je me sens chat? Non, il faudrait un truc qui dort. Ouais, non, si les chats dorment. Ouais, Oui, bah, je mais serais après, chat. c'est vraiment important de comprendre qu'un xénogenre, alors c'est pas la même chose que dire que le sentiment de pas vraiment être humain ou d'être un non-humain dans un corps d'humain. Ça, Hmm. c'est encore une autre chose, c'est l'alter-humanité. Du coup, ça peut aussi avoir des influences sur le genre, hein. Il y a ce qu'on appelle les kin-genres qui sont des gens qui sont liés à des alter-humanités. Mais quand on parle vraiment de chat, de genre chat, c'est vraiment des genres métaphoriques. Soit on explique en fait en gros, on n'a pas de terme français pour décrire notre genre parce que les termes qu'on a pour les genres sont binaires. Du Hmm. coup, bah, on va utiliser des métaphores, des allitérations. On va dire que notre genre ressemble à, qu'il produit les mêmes ressentis qu'eux, qu'il est influencé par, qu'il dispose de caractéristiques communes avec. Hmm. Bref, on va essayer d'approcher le genre par d'autres termes. Donc, on a vu donc le cas où on peut l'appréhender par un intérêt spécifique. Donc, le genre devient inséparable de l'intérêt spécifique parce que il est dans la fabrique même de la façon dont on l'a construit. Ça peut être justement le fait que le genre, on le ressent pas de la synesthésie. Donc, en fait, que le genre est le bleu ou le cassant, on le ressent en même temps. Et de la même manière, et que quelque chose de bleu va nous faire ressentir notre genre et que notre genre va nous faire ressentir du bleu. Et ça peut être tout simplement le fait que des gens essayent de donner des images. Je sais que moi, typiquement, quand j'essaie d'expliquer un peu mon genre précis, ce que je fais quasiment jamais, hein, mais ça va être lié à la façon dont je traite l'information, enfin, dont je considère l'information et mon rapport à l'information. J'ai une certaine fascination en fait pour l'information en elle-même et du coup, j'essaie de constituer mon identité de genre par rapport à ça. Et que du coup, je vais l'imaginer comme je vais m'imaginer comme l'image d'une araignée de collecter de l'information et d'imaginer de l'information. C'est très lié à ce dans quoi on baigne en fait. Et si je me dis Hmm. xénogenre et que je me dis pas par exemple bispirituel, c'est que ça a un sens culturellement. Les Ok. xénogenres, vraiment, c'est un truc
qui est issu de la culture Internet. Là, on ne se rend pas compte à quel point Internet a permis, par exemple, à pas mal de communautés d'émerger, et notamment les communautés neurodivergentes, et que c'est quelque chose qui date littéralement de 2014, qui est sorti sur Tumblr, qui a ensuite été apporté par plein de gens sur Internet. Donc ouais, c'est très lié. Le fait que je baigne dans l'esthétique de science-fiction, que j'ai un intérêt pour la science-fiction et cyberpunk, que je sois neurodivergent, ça a joué au fait que je considère que parler de xénogenre dans mon cas a un sens culturellement. Je pense réellement, le genre, c'est pas forcément que tu sentes femme, homme, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un Oui. ensemble, c'est tes intérêts qui fait toi, en fait, ton genre, en fait. Et Caromey, il disait, je croyais que c'était une notion sociologique, pas un ressenti. Le genre est un ressenti, hein, c'est pas. Bah, c'est complexe. C'est lié à enfin, un Ouais. contexte sociologique, mais c'est un ressenti, il me semble. Bah, ça, on peut en parler. Ok. Mais justement, quand je disais que... alors, l'un des problèmes, justement, c'est que le fait qu'il n'y ait pas forcément de définition précise du genre, parce que je les ai cherchées, hein, Mm. bah, ça complique la tâche, justement, pour essayer d'appréhender ce que c'est. Donc, du coup, une bonne partie du genre précis que j'utilise vraiment, le micro-genre que personne connaît, c'est aussi pour former un prototype. Est-ce que je peux forger un genre et est-ce que je peux forger par moi-même, par exemple, une institution sociale? Et donc, dans ce cas-là, ça m'a permis justement d'essayer de comprendre pas mal de choses. Quand je dis que j'ai un micro-genre qui est précis, ainsi de suite, le fait est que dans les faits, pas forcément parce que je peux pas forcément parler à tout le monde, que ce sera pas forcément pris au sérieux et que donc il va pas y avoir forcément y avoir une situation où je pourrais me dire par exemple, pour donner un exemple au pif, je pourrais pas me dire de genre chat et que des gens commencent à se former une représentation du genre chat. Mais surtout, ça m'a permis de me donner une petite définition de travail du genre qui me permet de mieux l'appréhender. Alors, ça peut être très critiquable, Mm. ça peut être très discutable, mais justement, ça permet de combler un truc, un vide que j'avais pas, qui est ben, d'avoir une définition qui soit à peu près compréhensible du genre. Quand je me désigne par un genre, je dis qu'un genre, c'est donc une institution sociale, comme une famille ou un État peut l'être, Mhm. qui va codifier un rapport psychologique au corps. Donc, en fait, disons que dans ce cas-là, c'est l'interprétation du genre comme une femme et un homme ne vont pas, par exemple, analyser le terrain, enfin, ne vont pas voir les mêmes choses en arrivant dans une pièce, ne vont pas en sortir les mêmes informations, ne vont pas en avoir la même interprétation et en dire la même chose. En gros, donc, on va Est-ce- codifier un rapport au corps, on va le Mm. reconnaître, dire que c'est important. Donc, ça va aussi administrer ce rapport au corps, donc faire une politique du rapport au corps et donc dire, bah, on va affecter des gens à des gens, par exemple, et on va les enseigner à avoir ce rapport au corps. Quand j'entends un genre, c'est ça que je veux dire en premier lieu, hein. Mais c'est plus lié à l'expression de genre, là, tu vois. Sur ton Bah, en fait, expérience que tu vas avoir par rapport à ton expression de genre. Ton expression de Bah, en genre, fait, c'est ouais. toujours un ensemble qui est très lié, hein. Le genre, il est partout. Je veux dire, le fait est que la façon, les habits avec lesquels je vais me sentir bien ou non, ça, c'est des trucs de traitement de l'information qui sont très biologiques aussi, hein. Là, on peut commencer à faire un peu de nuance sur l'idée que le genre, c'est social et que le sexe, c'est biologique. Bah, en fait, le fait est que quand on apprend un genre, on apprend aussi à faire des circuits neuronaux. Et du coup, on peut dire que je suis biologiquement non-binaire. Mais ça va être des trucs de traitement de l'information, ça va être quel stimuli va être interprété, de comment est-ce qu'on va bien se sentir, de quel genre de circuit de la récompense est-ce qu'on va rechercher. Enfin, c'est énormément de choses, hein, le genre. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu as l'impression d'être oppressé par ton genre actuellement? Alors, je dirais que ça, c'est une question qui est assez compliquée, notamment parce que ça pose aussi la question du rapport aux gens qu'on m'a affecté à la naissance. Le fait est que comme des fois, par exemple, je dois quand même faire en sorte d'avoir l'air d'un homme et de me considérer comme un homme, bah, je fais partie d'un monde patriarcal, que je bénéficie d'avantages masculins, mais qu'à côté de ça, je comprends pas toujours comment obtenir les avantages masculins, donc je les ai pas forcément tous, que même les avantages masculins, ça implique aussi que je fasse face à des problèmes de mégenrage et ainsi de suite. Et le fait est que trouver même des travaux théoriques sur la non-binarité, sur les intersections non-binarité et neuroatypie, sur les xénogenres et ainsi de suite, ça se trouve quasiment pas. Donc on part d'une situation où en gros on a forcément des biais genrés, que Mm. j'ai possiblement des biais masculins, que j'ai possiblement des biais aussi non-binaires, mais que c'est très difficile d'avoir du recul dessus. L'oppression serait peut-être que tu peux pas vivre ton expression de genre comme tu le Ouais. souhaites. Et en fait, une des choses que l'on peut, en fait, l'un des gros trucs pour le moment de la non-binarité, au-delà, alors il existe, oui, en effet, vraiment des discours qui peuvent être très violents face aux non-binarités,
non-binaires parfois Mm. spécifiquement et aussi face aux xénogenres parfois spécifiquement. Mais en fait, je pense que l'un des plus gros problèmes pour le moment que l'on a dans la communauté non-binaire, c'est l'invisibilisation complète parfois. Même pas mal de travaux qui peuvent viser spécifiquement la question du genre va en fait parler des hommes et des femmes. Mm. Et que en fait, on a un conflit dans ce cas-là parce que on peut par exemple avoir un truc sur la domination masculine qui va avoir un livre de 500 pages sur la domination masculine et donc parler de comment les femmes sont dominées par les hommes. Et c'est très bien et c'est important qu'il y ait. Et en fait, en soi, il n'y a même pas forcément besoin que l'on parle des non-binaires de partout parce que je comprends que des fois, il y a des femmes qui parlent de problèmes de femmes et que c'est pas toujours à propos de nous et que c'est normal que les personnes qui sont concernées par un truc spécifique parlent de leur genre spécifique. Le problème est que souvent, ça va être annoncé comme un truc. Enfin, ça va être titré comme un truc qui parle en fait de domination masculine. Pas de domination masculine sur la féminité ou sur les femmes, mais de domination masculine tout court. Et ça va pas forcément être précisé, et que par conséquent, en fait, notre absence, que nous on tombe derrière, mais que c'est complètement impensé. Mais c'est vrai que tu as raison sur ce point-là. Après, par exemple, j'ai déjà lu des livres où c'est vraiment sur la question du sexisme. Donc, ça a pas vraiment. En fait, parce que là, ça va parler vraiment du genre féminin. Tu vois, quand ça parle de sexisme, ça va parler de genre féminin. Donc, on va oublier toutes les questions queer, LGBT et tout ça. Mais c'est vrai que la domination masculine, c'est intéressant de voir la domination masculine. Déjà par rapport à la couleur de peau, par rapport à. Oui, Enfin, tu vois, déjà là-dessus, la oui, masculinité, elle est pas vue pareil par rapport à qui tu es. On y a oui, des hiérarchies. Quand tu vois, par exemple, juste tu te documentes sur les incels 5 minutes, tu vois qu'il y a une hiérarchie très rapide, hein, sur oui, les oui. homos, ils sont considérés être plus bas, etc., dans la hiérarchie. Donc, je pense que c'est intéressant, si on parle de la domination masculine, de parler de toutes les dominations masculines, en fait, Oui. qu'il peut Bah, avoir. après, je dirais, ouais, en fait, ça dépend vraiment du sujet que l'on veut traiter. Des fois aussi, on ne Mm. va pas aborder tous les genres pour des raisons de simplification, et c'est compréhensible, hein. On n'est pas non plus une énorme partie de la population. Mais en fait, voilà, ce Mais que c'est je dis complexe, là, quoi. c'est qu'en fait, ouais, il y a vraiment Mm. ce conflit entre, on essaye de présenter quelque chose comme universel, mais il y a une partie de la population qui n'est pas prise en compte, et cette partie, c'est souvent nous. Et du coup, dans le meilleur des cas, en fait, c'est sous-entendu. Dans le pire des cas, bah, en fait, c'est juste impensé. Il vient jamais à l'idée de personne. Dans pas mal de cas et dans pas mal de discussions même que l'on peut avoir à la télé, que des gens puissent en fait sortir du cadre de l'homme et de la femme. Mm. Et ça, c'est des problèmes que l'on rencontre même dans des conversations quotidiennes que l'on rencontre de partout. Et en fait, à mon avis, l'un des problèmes aussi, c'est que du coup, en fait, la principale façon que l'on pourrait avoir, par exemple, de lutter face à ça et de se visibiliser, c'est juste de préciser que, par exemple, quand on fait un travail, même quand on va parler de genre, bah, en fait, ici, dans ce cas-là précis, on va parler des hommes et des femmes. Ou, disons que si on parle de domination masculine, ou au contraire que l'on parle de domination des femmes, on va parler de domination masculine sur les femmes, ou qu'on va parler de domination des femmes par les hommes, et pas par les Mm. non-binaires. Enfin, en fait, c'est un moyen non seulement d'aller commencer à sous-entendre la prise que, en fait, disons, il n'y a même pas besoin d'aller citer les non-binaires pour ça, c'est juste que ça va sous-entendre qu'il peut exister autre chose, mais surtout qu'il peut exister, hein, que les genres, ça peut être quelque chose de plus complexe qu'on le dit et qu'on est en train de le simplifier. Comme dit Siro, il y a encore pas assez de recherches là-dessus. Maintenant, dans les rapports de SOS homophobie, on voit, par exemple, sur les agressions, tout ça, les non-binaires sont marqués, tu vois, ce qui n'était pas le Oui, cas avant. Donc, oui, oui, je pense qu'on va dans ce sens-là de plus de visibilité pour les personnes non-binaires. Et sur oui. TikTok aussi. Oui. Mm. Ça commence très lentement, mais du coup, c'est vrai qu'on part de très très loin parce que même quand on sait la pression des non-binaires, mais aussi par les non-binaires, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des anges non plus. Enfin, si on n'a pas l'occasion d'accéder aux moyens, par exemple, de pouvoir faire des études ou avoir du recul dessus et que personne s'y intéresse, bah, on va partir à devoir déconstruire nos propres biais, mais sans avoir le recul qui va avec. C'est beaucoup plus difficile. Et puis, c'est aussi plus difficile, par exemple, de pouvoir de pouvoir parler de nos oppressions, hein, parce que Mm. c'est difficile des fois de savoir comment on est opprimé. Si on n'est pas recruté à un travail, est-ce qu'il y a discrimination à l'embauche parce que on est d'une minorité de genre, ou est-ce que c'est juste que cette fois il y avait quelqu'un avec de meilleures compétences? Pour le savoir, il va falloir faire des études à plus grande échelle. Oui, complètement. Allez, dernier mot de la fin, Audrad. Ah,
Ah, ça me fait plaisir de vous avoir vu et je vous dirais que globalement, les personnes qui pourraient voir ça, je vous dirais, à partir du moment où vous désignez comme d'un autre genre, c'est valide. Si, je veux Clairement. dire, ouais, Mm. je pense que c'est important de le dire que voilà, il y a des personnes comme ça qui arrivent, qui se posent peut-être des questions. Déjà, rien que le fait que vous soyez en train de vous poser des questions dans une société qui est organisée de façon à ce qu'on ait le moins de questions à se poser sur le genre possible, c'est déjà probablement un signe, hein. Ouais. C'est un très bon indice. Ouais, non, clairement, t'as clairement raison là-dessus. Posez-vous des questions sur votre genre, pourquoi vous ressentez telle ou telle chose. C'est ultra Oui, important pour sa construction et mieux se connaître, en fin de compte. Le genre est intéressant. Voilà, bah merci à toi, et Audrad, merci beaucoup d'avoir merci, partagé. merci à tout le monde qui était là.